Un nouvel épisode de Pop Fiction a commencé! Mr. Zerio se ressort d'une terrible bataille contre MJ Fermella, ainsi que sa communauté, dont l'un d'entre eux a publié une de ses vidéos sur les réseaux sociaux de l'enfer, Twitter. Ce fut un combat acharné, mais Mr. Zelios s'en sortit sans séquelles. Malheureusement pour lui, il a eu la mauvaise idée de regarder la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Le front de Sauron était tellement énorme qu'il lui faisait penser à la face cachée de la Lune. C'était tellement horrible que ça lui a fait régurgiter son 4 heures et l'a mis dans le coma. Relève-toi, jeune youtubeur. Il est temps de te sortir les doigts du cul. Tiens, c'est nouveau. Depuis la nuit des temps, à chaque fois que les forces du mal menacent le monde, des combattants de l'espoir se dressent sur leur chemin. Revêtus de leurs armures sacrées, placées sous le signe d'une des 88 constellations, ils se battent pour protéger la déesse Athéna et défendre la Terre en enflammant leur cosmos, l'énergie qui sommeille en chaque être vivant. Ce sont les chevaliers d'Athéna. On raconte que d'un revers de la main, ils pouvaient déchirer le ciel, et que d'un seul coup de pied, ils pouvaient entrouvrir la Terre. C'est ainsi que naît Saint Seiya de Masami Kurumada, manga culte de 1986. Il aura aussi droit à une adaptation animée la même année qui lui permettra d'avoir un plus grand succès à l'international. C'est une œuvre qui s'inspire de plusieurs mythologies, dont scandinaves, bouddhistes, chrétiennes, mais surtout de mythologie grecque. En effet, ce qui fait le charme de Saint Seiya, c'est de proposer un récit avec la mythologie grecque en toile de fond. Nous suivons 5 jeunes garçons qui ont été désignés pour servir la réincarnation de la déesse Athéna en défendant la Terre contre d'autres divinités qui, contrairement à cette dernière, souhaitent la domination et l'extermination des humains. Ça me dépasse. Tu es une divinité, toi aussi. À quoi ça rime? Pourquoi continues-tu de lutter avec tant d'acharnement pour les humains? Je ne comprends pas. Pourquoi t'opposes-tu systématiquement aux dieux qui veulent punir ces stupides humains? Détrompe-toi, Hadès. Les humains ne sont pas si stupides. Si tu oubliais tes préjugés, tu t'en rendrais compte. C'est ridicule. Quoi que tu puisses en dire, il n'y a rien de plus stupide qu'un humain. Rien. Si jamais on les laissait seuls, qui sait jusqu'où ces idiots seraient capables d'aller? C'est uniquement grâce au sentiment de peur que j'ai créé, la peur de ce qui les attend après la mort, que les choses tiennent encore à peu près debout dans le monde de la surface. Pauvre Hadès, tu te montes la tête tout seul. Ton arrogance te rend aveugle. Qu'est-ce que tu dis? Essaie d'y réfléchir calmement une seconde. Crois-tu franchement qu'un humain puisse vivre sa vie sans jamais tuer le moindre petit insecte ou arracher la moindre petite fleur? Les humains ne sont pas des dieux. C'est un fait, et c'est pour ça qu'occasionnellement, même les meilleurs d'entre eux peuvent commettre sans le vouloir des petits méfaits. Je te le concède, mais c'est cela être en vie. C'est inéluctable dans le processus de la vie. Cela étant, tous les humains expient leurs péchés, le jour où la mort se présente et met un terme à leur existence. Il n'y a aucune alternative. Qu'ils soient bons ou mauvais, tous les hommes sont égaux devant la mort. Pas de privilège. Une fois la flamme de la vie éteinte, tout humain devrait pouvoir reposer en paix pour l'éternité. Franchement, les faire souffrir après la mort pour des péchés qu'ils ont commis de leur vivant. Je t'assure, Hadès, tu es dans l'erreur. Tu ne devrais pas être si fier. Le héros que l'on suit est Seiya, le chevalier de la constellation de Pégase. Un jeune homme, au départ, en n'a rien à foutre de servir Athéna, mais au fil du temps, à force de connaître les motivations de ces dernières, il va se montrer loyal et donner sa vie pour elle. Une façon subtile pour montrer qu'il est amoureux d'elle. Mais à part ça, Saint Seiya, c'est un récit qui parle de virilité. Vas-y, au placard les coachs de vie comme Sébastien Coussette. Tu dirais, toi, un gars de 30 ans qui game encore? À part que c'est un nasty loser. Saint Seiya, ça nous apprend à être un homme. Un vrai.
Le manga nous montre des personnages masculins aux valeurs très viriles. Ils font preuve de camaraderie, de sacrifice, de dépassement de soi, et malgré les épreuves, même s'ils sont au seuil de la mort, ils se relèveront toujours pour avancer et défendre leurs idéaux. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Car un homme doit protéger, et donc il doit devenir fort. Rien que son concept en dit long sur la masculinité que l'auteur veut valoriser. La chevalerie était associée à des valeurs de loyauté, de galanterie, la protection et au respect des femmes. Les chevaliers étaient encouragés à traiter les femmes avec courtoisie, à les protéger des dangers et à défendre leur honneur. Pourquoi ne pas réagir de la même façon? Montre-moi que tu as l'âme d'un guerrier. Je ne peux pas. Quoi? Aucun homme ne peut combattre. Lorsque c'est une femme qui anime son esprit. Seiya, elle essaie de te tuer. Mais je ne peux pas. Et c'est aussi démontré avec nos protagonistes. Nos 5 chevaliers incarnent une facette de la virilité. Seiya, de par son caractère, incarne la fougue de la jeunesse, Shiryu du dragon, la sagesse et l'honneur, la volonté de surmonter ses complexes avec Yoga du cygne, la dureté et la hargne pour Ikki du phénix, Et enfin, le personnage que j'apprécie parmi les 5, Shun d'Andromède. qui incarne la tendresse, tend toujours la main à son ennemi et propose de discuter plutôt que de se battre. Toi aussi, tu vas résister et refuser d'admettre tes péchés? Non, je l'avoue. Même si nous nous sommes battus pour une noble cause, nous avons malheureusement blessé beaucoup de monde. D'ailleurs, je suis entièrement prêt à accepter mes fautes et à expier mes péchés après ma mort. Mais dis-moi, crois-tu réellement qu'il puisse exister des gens dans le monde qui ne commettent jamais le moindre acte malveillant? Comment? Même la personne la plus vertueuse au monde est obligée de faire du mal à des animaux ou à des végétaux si elle veut pouvoir survivre. Il se peut même qu'elle condamne, haïsse ou blesse un autre être humain. Mais je suis persuadé que personne n'agit ainsi par plaisir. Alors si c'est cela qui fait de nous de mauvaises personnes à tes yeux, le fait même d'exister doit être un péché pour toi. Hein? C'est de cette façon que tu vois les choses? Réponds-moi! C'est vraiment ce que tu crois? Malheureusement, il n'y a qu'un dieu pour pouvoir répondre à une telle question. Mon rôle se limite à statuer sur le sort de ceux qui viennent dans la demeure du jugement, selon les lois du royaume des morts. Et c'est pas un problème, contrairement à ce que certains disent. Oui, parce qu'il y a certains extrêmes qui croient fortement que Senseiya est une œuvre machisme. Ce qui est faux. Il y a des personnages féminins bien écrits, comme par exemple Marine de l'Aigle, qui est celle qui a instruit le personnage principal. Oui, parce qu'on oublie souvent que Seiya a été entraîné par une femme. Au fil du temps, la série va se diversifier à travers des films et des spin-offs. Dont Senseiya épisode G qui se concentre sur Aiolia, le chevalier d'or du lion, The Lost Canvas qui raconte une époque antérieure à l'histoire originale, et Sentiacho, une histoire en parallèle de la principale qui met en avant des chevaliers féminins. Mais Senseiya a un souci, c'est qu'il est difficile de se lancer dans l'aventure. Car c'est une licence qui peine à attirer le public d'anime lambda. Sans compter que le manga a mal vieilli. C'est une façon gentille pour dire que c'est moche. Et c'est là qu'entre en scène Senseiya Omega sorti en 2012, l'anime qu'on va parler aujourd'hui. Senseiya Omega nous fait suivre Koga, un jeune garçon orphelin qui vit en compagnie de Saori Kido et Shaina, le chevalier d'argent du Serpentaire, qui le forme pour en faire un chevalier. Alors qu'il fait savoir qu'il ne souhaite pas devenir chevalier et veut créer sa propre voie, Mars, le dieu de la guerre, apparaît pour amener avec lui Saori, qu'elle nous révèle être en fait la déesse Athéna. Koga, malgré son impuissance, jura de sauver Saori et hérite de l'armure de la constellation de Pégase. Ainsi commence la quête de Koga pour sauver Athéna. Senseiya Omega est un spin-off qui a énormément divisé les fans d'origine. À ce moment, The Lost Canvas a terminé sa deuxième saison, mais n'aura jamais de suite, à cause des faibles ventes des produits dérivés et une intention des studios de lancer de nouveaux projets. Même aujourd'hui, la série a une mauvaise réputation tellement qu'on continue aujourd'hui à lui lancer des crottes de nez. Une figure de Senseiya Omega. Là, t'es heureux, là. Et ben pour ma part, je trouve ça injuste. Je trouve que Senseiya Omega est grandement sous-estimé et qu'il mérite qu'on lui donne une seconde chance.
Selon mes recherches, j'ai constaté que la majorité de ceux qui détestaient la série, donc préfèrent, l'anime de 86. Et c'est là leur erreur, car Saint Seiya Omega avait pour objectif d'intéresser des néophytes à la licence, tout en gardant les anciens fans, ce qui sera confirmé par le producteur de la série. Saint Seiya Omega est un anime basé sur le Saint Seiya original, et c'est pourquoi nous avons cherché à produire un anime qui plairait également aux fans de l'œuvre originale. Nous avons donc écrit de nouvelles histoires s'adressant à une nouvelle génération qui ne connaissait pas l'œuvre d'origine, tout en gardant les anciens fans en tête. Si Disney, eux, ont tenté de vouloir intéresser leur licence à un public moderne en faisant des projets nuls à chier, ouais, je tire sur l'ambulance et j'en ai rien à foutre. Je trouve que Saint Seiya Omega fait mieux que eux et ce, avec bienveillance. Car beaucoup d'aspects de l'anime sera familier pour un fan qui a déjà lu du One Piece, du Naruto, du My Hero Academia et j'en passe. Par exemple, un arc qui se passe à l'école, un mentor spirituel, l'exaltation de la jeunesse, et franchement, c'est très bien réalisé, l'histoire est captivante et fort en émotion que je veux absolument pas spoiler. Donc allez voir au plus Chris. Même le personnage principal est écrit pour familiariser les fans de manga lambda. Si je me réfère au livre Manga Story écrit par le chef Otaku, Koga respecte plusieurs aspects de l'archétype du héros de shonen classique. Il est orphelin, naïf, a une volonté à toute épreuve, un don inné qui est aussi une malédiction, et il est l'avatar du spectateur, puisqu'il découvre le fonctionnement de son monde comme le spectateur. Et qu'en est-il de la volonté de respecter les fans de la première heure? On a par exemple la structure narrative de la série qui reprend de l'histoire originale comme la saga contre les Chevaliers d'Argent, l'arc du sanctuaire, les caméos des anciens chevaliers qui fait plaisir, et de plus, ils ont eu l'idée géniale de reprendre Toru Furuya, le seiyuu original de Seiya. Ah, ça me donne des frissons quand j'entends... Ou même en VF avec le retour de Éric Legrand. C'est impossible. Je ne peux pas les laisser mourir sans rien faire. Jeune chevalier, je ne vous abandonnerai pas. Je vous protégerai. Rubelu, Sidus Gugni. Par les météores de Pégase. Mais surtout, il respecte l'essence de Saint Seiya comme sa mythologie. Un néophyte qui découvre la licence à partir de cette série aura toutes les informations pour comprendre l'univers sans devoir passer par le manga. L'univers est né lors d'une gigantesque explosion, le Big Bang. Il y a 13 milliards et 700 millions d'années de cela. Et bien de même que l'univers, ton corps est un microcosme indirectement créé par le Big Bang. Retiens cela. Détruire quelque chose, c'est faire voler en éclats ces atomes. Pour cela, sers-toi de l'univers qui est en toi. Fais exploser ton cosmos, et aucun atome ne pourra te résister. Depuis les temps mythologiques, les chevaliers endossent leurs armures pour protéger Athéna et la justice, et non pas pour défendre leurs intérêts ou leurs envies personnelles. Oui, professeur. Nous sommes des chevaliers. Si la lumière d'Aria est celle d'Athéna, alors c'est notre devoir de la protéger. C'est pour ça qu'on est des chevaliers. Quand une femme devient chevalier, elle doit dissimuler son visage. Si quelqu'un l'aperçoit, elle devra le tuer ou bien l'aimer. Mais qui a décidé une chose pareille? Je l'ignore. Et t'obéis comme ça, bêtement, sans connaître la raison. Eh bien, Athéna se trouve dans son temple. Ah bon, c'est vrai? Ah, alors elle n'a rien? Il est fort peu probable qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et ce temple, enfin, le temple d'Athéna, il est où? Au sanctuaire, après les 12 maisons du Zodiaque. Cependant, si tu devenais un chevalier d'or, ce serait envisageable. Ah. Il y a les chevaliers de bronze, d'argent et au sommet de la hiérarchie, les chevaliers d'or. Il reste actuellement 2 chevaliers d'or. L'une de nos tâches à la palestre consiste à former ceux qui revêtiront les 10 autres armures. Est-ce qu'on en parle des musiques? Non, parce que on peut dire ce qu'on veut de l'anime de Saint Seiya Omega. Mais il y a une chose dans laquelle il excelle, c'est la bande-son. La musique a été confiée à Toshihiko Sahashi. Et je vais être franc, c'est le digne héritier de Seiji Yokohama, l'ancien compositeur de l'anime de 86, car ses compositions nous font ressentir les mêmes émotions que les musiques de l'époque. Les musiques de Toshihiko sont épiques lors des moments de tension.
peuvent être mélodieuses lors des moments de quiétude et d'enchantement. Et surtout chevaleresque. Mais pour ça, je vais devoir le comparer avec le thème Pegasus Ryuseiken de l'ancien animé. Maintenant, voyons celle de Omega. Vous voyez, on reprend le même thème, on respecte l'émotion qu'elle envoie, et on lui ajoute quelques touches pour moderniser le tout avec des cuivres par exemple. Et enfin, je vais le dire, mais la reprise de Pegasus Fantasy est excellente. Et ils ont eu la bonne idée de reprendre le légendaire Nobuo Yamada, le seul qui puisse chanter Pegasus Fantasy pour que ce soit épique. Et cette fois, il est accompagné de Shoko Nakagawa, qui, dans l'animé, fait la voix de Saori, donc Athéna. Donc, dans l'opening, t'as Nobuo Yamada qui chante avec Athéna. C'est malade!
Le mélange de guitare, comme dans l'original, du chant féminin en fond, ainsi que les cuivres, font ce remake de Pegasus Fantasy honnête et juste. Une des reproches que l'on fait à la série et que je ne comprends pas, c'est au niveau de son animation et de son chara design. Et là, on va devoir entrer dans le thème technique de la vidéo. Avant les années 2000 et plus précisément les années 80 et 90, le Japon produisait en moyenne 100 à 150 nouveaux animés par an. Mais maintenant, avec l'hégémonie de la culture animée, que le Japon n'est plus le seul consommateur de Japanimation, vous savez combien on en produit en moyenne? Entre 300 et 400 par an. Ouais, ça fait beaucoup. Une petite pensée à tous ces animateurs qui doivent se surmener. C'est pour ça que les animés des années 80 et 90 ont leur charme. Puisque les productions n'étaient pas nombreuses, les artistes pouvaient se permettre de faire des dessins avec de la texture, des effets d'ombre et autres détails. Mais à part les nombres de productions d'animés en chantier, il y a un autre facteur important à souligner. Si ton dessin est complexe en détail, ton animation en pâtira. Car chaque planche d'animation, il faudra que tu saches comment faire bouger tes détails complexes. Mais, hey oh, le temps presse mon gars, le nouvel épisode doit sortir bientôt, donc dépêche-toi, allez, hop hop hop. Voilà pourquoi les chara design des animés d'aujourd'hui sont plus lisses. Ça permet aux dessinateurs de sauver du temps et pouvoir faire de l'animation plus fluide. Et Senseiya à l'époque est connu pour avoir une animation non homogène et moyenne en fluidité. Le pire est sûrement l'adaptation de l'Arcades. On n'est pas loin d'une présentation PowerPoint. Et qu'en est-il pour Senseiya Omega? Comme je l'expliquais, les animateurs ont privilégié l'animation plutôt que les détails des dessins. Et je comprends pas les gens qui trouvent ça moche. On peut ne pas aimer le chara design, mais on peut pas dire que c'est moche. Je veux dire, ça, c'est moche. Non, vraiment, Senseiya Omega a une très bonne animation, surtout quand on voit le travail fait sur l'épisode 51, qui est sûrement ce qui a été fait de mieux dans la licence Senseiya. Et je pèse mes mots. J'ai entendu aussi d'autres critiques qui disaient que l'idée de la palestre était nulle parce que, au lieu de faire, comme dans l'original, l'entraînement de chevalier avec un maître, maintenant c'est remplacé par une banale école. Et je peux comprendre car on perd le côté traditionnel de l'entraînement maître-élève, sauf que... Vous vous souvenez comment étaient entraînés les chevaliers au début? Et puis Soma dit bien que la palestre a été fondée par Athéna. Je trouve ça plutôt cohérent que Saori, qui pense au bien-être de ses chevaliers, préfère instaurer une formation plus saine pour de jeunes adolescents plutôt qu'un entraînement militaire avec des méthodes proches de la torture. Même si j'avoue, oui, c'est un peu cliché. La plupart des autres critiques que j'ai pu trouver avaient comme particularité que ça venait de personnes qui ont connu la série d'origine. Ce qui est un peu biaisé car vouloir comparer l'œuvre originale avec un truc de nouveau et différent, surtout que la personne a une préférence avec la version qu'il a grandi avec, c'est un peu injuste. C'est comme la prélogie Star Wars. Ceux qui ont connu la trilogie originale conspuent les nouveaux films, mais ceux qui ont découvert Star Wars avec la prélogie, ben, ils kiffent. Évidemment, c'est pas parfait. Il y a par exemple le concept des éléments qui finissent par disparaître en cours de route, et il y a cette idée stupide des cristaux. Avant, on avait les Pandora Box qui faisaient objet sacré et maintenant on passe par des médaillons qui font très Magical Girl. Et je dois avouer que satisfaire les anciens fans et attirer un nouveau public en même temps, c'est un peu casse-gueule. Genre, l'armure de Yuna est censée être une armure d'argent, mais là, soudainement, c'est une armure de chevalier de bronze. Et puis, elle est où, Marine? Mais globalement, Senseiya Omega est une très bonne série pour des initiés. Si vous avez jamais connu les licences, bah je vous conseille fortement cette série. Allez. Salut. Wow, mais t'as oublié de parler de la saison 2. Je suis obligé d'en parler. Tu veux pas me faire un mot d'excuse? Ah non, si tu parles de Senseiya Omega, tu dois en parler jusqu'au bout. Ok.
Suite à la réception difficile de la saison 1 et la société Bandai qui voulait faire des produits dérivés qui se vendent, Saint Seiya Omega a été renouvelé pour une saison 2 avec 5 épisodes de moins que la précédente. Une saison clairement moins bien que la précédente, car là où la première saison était destinée à attirer un nouveau public, la saison 2 fait tout l'inverse, dans le but de satisfaire les anciens fans. Sûrement un acte désespéré pour se rattraper, par exemple en ramenant les anciens personnages comme Ikki, Yoga, Shiryu, qui reprend l'armure de la balance, les autres anciens chevaliers de bronze et même les putains de chevaliers d'acier. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages, dont beaucoup sont sous-exploités. Et puis en ramenant les anciens personnages à l'écran, ils font de l'ombre aux personnages principaux. Et, deuxième effet qui se coule, les personnages n'évoluent pas. Ils restent les mêmes du début à la fin. Concernant le scénario, c'est le bordel. Les épisodes sont interminables, ça traîne en longueur, ce qui est assez fidèle à Toei Animation quand on y pense. Et puis, les gars sont pas subtils. Dès le premier épisode, c'était grillé qu'il y a un truc louche avec le personnage de Subaru. C'était évident qu'il allait devenir un méchant. Oh, puis au passage, il est insupportable. Mais le vrai problème que j'ai avec cette saison 2, c'est que c'est... Sérieux les gens, vous vous plaignez que les armures de la saison 1 étaient dégueulasses? Sans que regardez ceux de la saison 2. Elles sont horribles! Elles sont horribles! C'est quoi cette abondance de diamants qui sert à rien? Et regardez la nouvelle armure de Sean! Elle est pas belle! Elle est pas belle! Mon Dieu, mais ces couleurs piquent les yeux! C'est quoi ces bouches dégueulasses? C'est quoi ces proportions absurdes? Ah d'ailleurs, vous vous rappelez quand je disais que si ton dessin était rempli de détails, ben ton animation en pâtira? Bah regardez. En résumé, Saint Seiya Omega a été une tentative de revitaliser la franchise pour une nouvelle génération, tout en essayant de plaire aux fans de l'original. Bien que cela ait attiré un nouveau public, cela a également suscité des critiques de la part des fans qui préféraient la série d'origine. Et résultat, la série s'est plantée et va disparaître petit à petit. Donc si vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas Saint Seiya, regardez la série mais arrêtez à la saison 1 tant qu'elle est encore disponible. Honnêtement, ce n'est pas la pire chose qui soit arrivée à Saint Seiya. Car l'histoire m'a fait comprendre une chose, c'est qu'on est capable de faire pire.